cela un peu plus de 2 semaines, quand Emmanuel Macron, qui porte ce texte européen, le défendait d'ailleurs auprès de ses homologues et en faisait notamment une communication orientée vers l'Afrique. Vous annonciez déjà sur nos plateaux qu'il y avait effectivement une démarche occidentale visant à imposer un vaccin contre le coronavirus sur le continent africain, avec cette résolution au cœur de la 73e Assemblée, ce projet de résolution au cœur de la 73e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Les choses semblent se préciser. Je vous remercie Guy Fondop, je remercie les grandes équipes techniques d'Afrique Média et toute la communauté, n'est-ce pas, d'appel sur le continent, dans le cadre de cette édition spéciale, qui d'ailleurs est en cohérence avec l'édition spéciale qu'on avait faite, justement, vous faites bien de le rappeler. Nous avons posé cette problématique, nous avons démontré que c'était ça le projet à la fin. Donc, il faut simplement dire que lorsque les faits corroborent, n'est-ce pas, l'analyse géopolitique et la prospective géopolitique qu'on fait sur ces plateaux, il n'y a plus de débat. Donc, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Chacun comprend maintenant à quoi a servi les confinements forcés, toutes ces populations qu'on a tuées, qu'on a liquidées, n'est-ce pas, qu'on a liquidées. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. En France, les veillants ont été liquidés. Aux États-Unis, partout, la plupart des gens ont été pratiquement liquidés. Et tout ça, c'était pour arriver au vaccin universel. Et quand on dit vaccin universel, il ne faut pas se tromper. Vaccin universel, c'est d'abord l'Afrique. Nous avons démontré ici, n'est-ce pas, en rappelant les propos de Kissinger, M. Kissinger, en 1974 déjà, qui déjà disait que l'objectif de la politique étrangère américaine, c'est la dépopulation du tiers-monde. Et il n'a pas seulement dit, c'est-à-dire ça a été intégré comme l'axe majeur de la sécurité des États-Unis. Ben, c'est resté une résolution secrète. Mais ça a été intégré comme ça. La preuve, M. Kissinger, qui depuis ne parle plus, a fait une sortie dès que le Covid a commencé pour dire l'heure est arrivée d'accomplir le gouvernement mondial. M. Kissinger, il a fait une sortie. Et vous connaissez les liens qu'il y a entre M. Kissinger, Bill Gates et tout ce complexe-là qui est derrière ce projet. Et nous avons rappelé ce jour ici que tout ça, il faut le montrer très loin pour comprendre ce qui se passe. Parce que les gens croient qu'on est en train de jouer. C'est un vieux projet. C'est un vieux projet qui a connu une élaboration claire dans les années 700. Dans les années 700, en Allemagne, dans la Bavière, qui a été consacrée par la constitution, c'est-à-dire organisationnelle, forte des Illuminatistes. C'est simple le complot. On a les documents des Illuminatifs. Donc, le projet consiste, comme je l'ai dit, à instaurer un gouvernement luciférien sur Terre. Maintenant, on ne va plus cacher les mots. C'est clair et net. Luciférien sur Terre. Et toutes les guerres, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, tout le monde comprend. Toutes ces guerres ont été organisées, non seulement en plus de ces missions-là. Et vous allez me comprendre comment Hitler, qu'ils ont tant diabolisé, travaillait pour eux, pour une partie de cette élite. Le document existe. Maintenant, il y a des travaux, maintenant des historiens, qui établissent clairement les liens entre Hitler, cette élite Illuminati et certains secteurs de la société américaine au niveau de l'État profond. Maintenant, c'est établi de plus en plus. Ce qui est plus grave, c'est que le projet d'Hitler était un jeu d'enfant. C'est-à-dire, eux, ils sont pires que lui. C'est-à-dire, là, maintenant, ils sont en train d'instaurer ça pour dire que, bon, du domaine, il faut que chacun de nous justifie une identité numérique, mais qui est en fait le fait d'avoir, entre guillemets, survécu au Covid. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on vous teste, qu'on vous vaccine, pour que vous soyez un citoyen de cette terre désormais. Pour que vous puissiez circuler, vendre et acheter, comme dit la Bible, vendre et acheter, il faudrait que vous justifiez cette carte d'identité, mon cher Guy Fondop. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que, bon, quand on parle de ça, pour vendre ça, on présente ça comme d'habitude le meilleur des mondes possible. Non, ça va faciliter le tracking, ça va vous aider à faire face à toutes les exigences de la vie moderne, ça va faciliter la vie, les transactions bancaires, la sécurité de vos objets auxquels vous êtes attachés. Voilà ce qu'on présente. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le projet qui est derrière, c'était le projet nazi. C'est-à-dire faire émerger une race pure qui correspond, n'est-ce pas, à l'humanité telle que le pense ce groupe de lucifériens, ces criminels-là, les Bill Gates et consorts. Mais c'est de cela qu'il s'agit. On va pouvoir moduler votre santé comme on veut, en fonction de l'intérêt du capital.
on va vous effacer quand on veut, si vous êtes considéré comme étant inapte à la compétition internationale, à la vie postmoderne, selon le concept des illuminatistes. Dès que vous êtes inapte d'après eux, on vous efface. Il suffira de cliquer sur quelque part, on vous efface. Donc, on est là dans une situation extrêmement grave, mon cher Fondop. Oui ou non, allons-nous accepter qu'on nous vaccine? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté à tout prix de vacciner l'être humain, Guy Fondop? Est-ce que la priorité mondiale aujourd'hui, c'est de vacciner les gens? Alors, on a créé une pandémie par toutes sortes de moyens. Maintenant, c'est établi et c'est clair. Et comme l'OMS, ce sont des sorciers, ils ont dit que non, ils font correspondre dans l'ordre du jour la résolution liée à ce vaccin. Et ils disent que non, une enquête indépendante pour établir la responsabilité de l'OMS, en fait, pour blanchir l'OMS. Mais un tel niveau de cynisme, on a jamais vu ça dans le monde. Donc, nous sommes là au stade suprême de la criminalité géopolitique mondiale. Le grand débat, c'est de savoir quelle est la position des États africains, des gouvernements africains, des hommes politiques africains, des intellectuels africains, des hommes d'église, des religieux, de la société civile. Le vrai débat, il est là. Il ne faut pas qu'on distrait les gens, il ne faut pas se distraire. Voilà le vrai débat. La frontière de la politique est désormais tracée dans le monde. Est-ce que oui ou non, est-ce que les hommes d'église se taisent exprès? Où sont les évêques d'Afrique? Où sont les pasteurs de l'Afrique? Les hommes de Dieu, ils sont où? Sont-ils d'accord avec ce projet? Où sont les imams? Où est la société civile? Où sont les chefs d'État du continent africain? Où sont les partis d'opposition et les leaders? Pourquoi ce silence? Où sont les hommes d'affaires? Pourquoi ce silence? Pourquoi on ne parle pas? Nous sommes les seuls à crier, à mettre sur la table ce projet de vaccin. Et voilà ça devant nous. Depuis quand l'OMS a un projet sérieux en matière de santé pour un pays africain? Pour le monde, depuis quand? Monsieur Bill Gates, qui est le partenaire de l'OMS, c'est un tueur. Il a massacré les enfants en Inde. Alors nous parlons, son dossier à la Cour suprême en Inde. Il y a au moins plus de 8 plaintes contre lui aux États-Unis. Fait établi, c'est un criminel. Son vaccin a tué des milliers d'Indiens, Guy Fondop. Parents au Kenya et ailleurs dans beaucoup de pays. Comment un partenaire, monsieur, peut être un partenaire de l'OMS? C'est-à-dire un partenaire institutionnel de l'OMS. Depuis quand monsieur Macron, qui avant le Covid, insultait les infirmiers en France, se moquait d'eux, dans le cadre de sa fameuse réforme des retraites, vous vous souvenez? Subitement, il devient l'homme le plus amoureux des infirmiers. Toutes les politiques d'austérité qui ont été lancées en France, si on prend le cas de la France simplement, ou bien imposées en Europe depuis 30 ans, ont démantelé tous les cadres sanitaires étatiques dans tous ces pays-là. M. Macron a pris des mesures, il a même pris une loi en mars pour tuer tous les vieillards de son pays. Il a laissé mourir les gens, il a organisé. Et dès qu'ils sont de là, il lance une coalition mondiale. Et qui est derrière? Bill Gates et l'OMS. Mais bon Dieu, on est où là? C'est quoi cette affaire? Et l'interrogation. C'est le crime absolu, c'est la fin de la démocratie. Personne ne parlerait pour démocratie. Pourquoi vous pouvez imposer un vaccin aux gens, Guy Fondop? En régnant même les principes de précaution sur lesquels l'OMS a fondé sa crédibilité, entre guillemets. C'est quoi le principe de précaution? C'est que notre santé est trop sérieuse pour être laissée, n'est-ce pas, dans les mains des prétendus scientifiques qui jouent avec des virus en laboratoire. Pourquoi le même de dire, alors qu'il y a tellement de preuves aux États-Unis et partout qui montrent que les gens ont joué avec les virus en laboratoire? Aux États-Unis, c'est établi. C'est établi. Les Français ont joué, c'est établi. Mon cher Guy Fondop. Ils ont expérimenté ça en Syrie pour accuser Bachar el-Assad. C'est établi. Le maître ne dit rien. Où est donc le principe de précaution? Est-ce que moi j'ai le droit de refuser un vaccin? J'ai ce droit, Guy Fondop. Où sont les droits de l'homme? C'est tout. Alors, l'interrogation, rappelez qu'il y a 4 grandes questions que nous allons examiner sur ce plateau. La première question, c'est est-ce qu'on ne doit pas ici faire le constat selon lequel, si jamais cette résolution européenne passait demain, rappelez qu'il y a de fortes chances, selon de nombreux experts, pour qu'elle passe, parce que dans les coulisses, il se dit que cette résolution est déjà soutenue par une centaine d'États, parmi lesquels certains États africains. Et l'OMS compte 195 États. Et donc, vous comprenez très bien que si cette centaine d'États votent pour ce projet passera. Est-ce qu'on va dire ici qu'avec l'enquête indépendante qui s'y trouve, cela voudrait dire que c'est l'Union européenne qui prend le contrôle, qui remplace l'Organisation mondiale de la santé en attendant que cette enquête soit établie? Vous avez tout compris, mon cher Guy Fondop. L'Union européenne est au cœur de ce projet de Covid, au cœur. Souvenez-vous de ce document diplomatique de l'Union européenne. C'est-à-dire, avec au cœur de cette affaire, l'Allemagne et la France.
ce document diplomatique dit qu'il faut renverser les chefs d'État d'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ils sont ceux qui résistent le plus dans le projet. Le document, il est là, c'est écrit. Parce que quand nous on parle ici, on nous attend. Le document existe, ce n'est pas nous qui avons écrit. C'est pas Malakali qui a écrit ça. Pourquoi? Pour faire la pression. Autrement dit, vous voulez rester au pouvoir, signez le pacte, signez ça. C'est l'épée de Damoclès qui est sur leur tête, on va vous renverser. C'était écrit. Cette panoplie géopolitique, cette pression satanique, n'est-ce pas, sur l'Afrique centrale et sur le président, et allait de pair en même temps, alors qu'on disait que non, vraiment, tout le monde est concentré pour riposter contre la pandémie. Et nous avons, et par là, on voit bien que non, la riposte, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'était de renverser des présidents. Pourquoi? On préparait cette assemblée générale, mon cher Guy Fondop. On la préparait. C'est de cela qu'il s'agit, pour que, n'est-ce pas, les chefs d'État, qui déjà ne peuvent pas, n'est-ce pas, remplir leur budget. Vous savez que la plupart des pays africains sont en train de faire des correctifs budgétaires. Parce qu'il y a maintenant un gagné extraordinaire, imposé par le Covid, justement. Et ça fait donc que les présidents africains, pour la plupart, sont obligés d'aller se mettre à genoux devant les guichets internationaux. Alors, vous mettez à genoux, on vous dit, monsieur, pour que vous ayez de l'argent, allez, garantissez-nous que vous allez voter à l'OMS en faveur de la révolution portant sur le Covid. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Guy Fondop. Donc, moi je dis, ce n'est pas une question de majorité, ça ne veut rien dire. Si certaines puissances dans le monde n'adhèrent pas à ce projet, je voudrais vous rappeler que la réunion de M. Macron qu'il a convoquée là, pour lever ces fameux fonds là, n'a pas vu la présence de la Chine, des États-Unis et de la Russie. C'est un indicateur. Si aujourd'hui, la Chine, la Russie par exemple, n'adhèrent pas à ce protocole, ben, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Je voudrais parler d'ici d'une prochaine guerre froide qui était potentiellement réalisable. Parce que là, maintenant, nous, on souhaite ça. Il faut une désorganisation du monde. Là, maintenant, c'est arrivé à un niveau, c'est clair. Ces institutions internationales doivent exploser parce qu'elles ne servent à rien. Elles servent à détruire. Tant qu'elles sont unies là autour de leur projet, c'est pour détruire l'humanité. Donc, aujourd'hui, l'espoir, c'est que, n'est-ce pas, un axe émerge dans le monde. J'ai appris, si c'est vrai, tant mieux, j'ai appris que la Chine a son vaccin sur la table. J'ai appris ça. Son vaccin sur la table. Effectivement. D'ailleurs, c'est même un vieux projet parce qu'elle travaille depuis là-dessus avec Cuba. Donc, s'il y a ces vaccins sur la table, ça veut dire que la Chine a en premier plan parce que la Chine a intérêt à ne pas accepter ce vaccin. Pourquoi ce vaccin, c'est qui va gagner? Ce sont les illuminatistes. Or, la Chine a un contentieux historique avec les illuminatistes, c'est-à-dire tous ceux qui ont volé l'or de l'Asie pendant les deux guerres mondiales et qui ont mis en place Bretton Woods. C'est ça qu'il s'agit. Parce que les talons, lorsqu'on a démantelé les talons or, mais ce n'était pas par hasard. Ces talons or masquaient la réalité que l'or de toute l'Asie, qui à l'époque, vous vous souvenez, parce qu'à l'époque, c'est le commerce mondial tourné autour de l'Asie, elle a accumulé de l'or. L'or de l'Asie, n'est-ce pas, les négociations qui ont précédé l'avènement de Bretton Woods étaient basées sur l'engagement comment on dit ça, de ramasser tout l'or qui est dans le monde et de le mettre, n'est-ce pas, dans le cadre de banques de règlements internationaux. C'est ça. La Banque de règlements internationaux est née justement de la volonté de ramasser tout l'or l'or du monde et d'en faire la monnaie refuge en dernière instance. Mais en même temps, Bretton Woods, Nixon viendra dire que désormais, les talons or n'existent plus. Et le dollar est devenu la monnaie de référence dans le monde. Tout ça derrière Guy Fondop. On a mis une stratégie diabolique pour voler l'or des Asiatiques. Et moi, je vous dis qu'en Chine, il y a des grandes familles en Asie qui réclament cet or. Vous comprenez? Qui réclament cet or. Et elles n'accepteront jamais, n'est-ce pas, que ce projet arrive. Parce que ce sera la fin, n'est-ce pas, de ces peuples-là. C'est pour ça que l'espoir, c'est de ce côté-là. Donc, si ces deux puissances-là n'adhèrent pas à ce protocole, majorité, on s'en fout. On s'en fout. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une guerre terrible qui oppose Donald Trump. Ne vous fiez pas aux apparences. Et cette élite illuminatiste, Trump appartient aux patriotes américains. Il est contre les illuminatistes aux États-Unis. Incarné par des voyous comme Bill Gates, et la Clinton, les consorts, l'Obama, les Biden et l'État profond américain. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous savez qu'il y a une pétition qui est en train de monter en force, qui demande d'arrêter Bill Gates. Bill Gates a perdu déjà des procès aux États-Unis à l'heure où nous parlons. Donc, si l'issue de la campagne aux États-Unis, n'est-ce pas, bascule dans le sens d'une réélection de M. Trump, dans des conditions qui lui permettraient d'avoir les mains libres, on peut espérer. Il y a de l'espoir dans le monde. Mais maintenant, moi, au-delà de tout ça, Guy Fondop, voilà pourquoi moi, j'aime convoquer la foi. Moi, je suis, au-delà de tout ça, un homme de foi.
Je pense que nous les hommes, nous avons des limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Il faut que Dieu aide l'humanité. On ne peut pas accepter qu'il faut que nous tombons sur la coupe de criminels, de Rockefeller, de Rothschild, de Bill Gates, de toute cette bande de tueurs, de Macron, qui n'ont pour seul projet que d'établir un contrôle nazi sur l'humanité. Au nom de quoi qu'il faut on peut réduire ma vie à une puce. Mais je suis un être humain, mon Dieu. Je ne suis pas une puce. Je ne suis pas un logiciel. On va nous réduire en logiciel, manipulable par cette clique de criminels. On ne peut pas l'accepter, Guy Fondor. Nous avons lancé ici depuis très longtemps l'idée de dire aux Africains, levez-vous déjà. Que chacun devant sa maison défende son droit à la vie. On attend pour le gouvernement. Il faut défendre notre droit à la vie, Guy Fondor. Oui, que tous les Africains se lancent dedans. Maintenant, les pays africains qui vont se démarquer, ils vont consulter cette taxe-là sur laquelle nous allons nous appuyer pour mener ce combat. C'est un combat pour la vie. Ce n'est pas un combat pour autre chose, c'est un combat pour la vie. Et dans cette affaire, l'OMS a démontré depuis très longtemps qu'elle est l'ennemi des peuples. C'est pour ça que cette Assemblée générale, c'est une malédiction pour le monde. Alors, la deuxième question, après la première question, visait justement à comprendre si c'était l'Union européenne désormais qui reprenait la main dans la lutte mondiale contre le coronavirus. Si jamais ce projet de résolution passait, on a montré qu'il y a de fortes chances pour que le projet passe demain, parce qu'une centaine de pays, selon les différentes sources, précisent déjà qu'il y aurait qu'un vote de ce texte. Rappelez qu'ici, il n'y a pas de droit de veto, qu'un vote de ce texte devrait normalement avoir lieu demain. Et donc, à partir de là, ce serait donc l'Union européenne qui reprendrait la main avec un programme de lutte mondiale qui met au centre la vaccination, bien sûr. Et à partir de ce moment, voilà, on entre d'ailleurs dans la deuxième question, celle de savoir si l'Afrique aura les moyens de pouvoir s'y opposer, parce que l'OMS qui impose via l'Union européenne un vaccin mondial, cela voudrait dire que désormais ce sera la condition sine qua non pour toute personne qui souhaiterait partir d'un état à un autre sur le continent ou bien même ou en dehors du continent. Mais dans l'histoire, comment la guerre froide a démarré? C'est l'histoire. Il suffit simplement qu'il y ait une révolution dans un pays. C'est 1717 en Russie qui enclenche la dynamique de la guerre froide, la révolution russe. Sous réserve de tout ce qu'on connaît sur ça, mais c'est de manière fondamentale, c'est cela. Donc, pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire, mais l'OMS, s'il y a élection, les États ont le droit de quitter l'OMS. Les États ont le droit de quitter l'OMS, M. Guy Fondor. Mais ce n'est pas l'heure est arrivée. C'est ça que je suis en train de vous dire, que ce n'est pas une bataille, mais chacun doit défendre sa vie. Il y a des raisons pour lesquelles on doit mourir. Il y a des raisons dans la vie pour lesquelles, à un moment donné, il vaut mieux mourir que de vivre certaines choses. Nous devons défendre notre vie. C'est un combat pour la vie. Avant d'arriver à la mort, est-ce que les Africains, la question c'est, dans cette dynamique panafricaniste aujourd'hui, est-ce que les Africains, par exemple, seraient prêts à accepter, à rejeter un vaccin et de rester sur leur continent sans une fois sortir? Oui, la dernière fois, je voulais démontrer ça ici. Mon cher Guy Fondor, d'abord, il y a des pays africains, le Burundi est en train d'oser. À l'heure actuelle, c'est un pays qui gère de façon spéciale cette affaire de Covid. On n'en parle pas beaucoup, parce que ce n'est pas intéressant pour les médias et pour certains lobbies, y compris dans les milieux panafricanistes. Pas beaucoup. Mais le Burundi a une approche spéciale. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu une catastrophe au Burundi. Dans les pays comme l'Ouganda, que des performances extraordinaires. Je ne sais pas si c'était le Rwanda, parce qu'il est très lié, son président est très lié à ces réseaux-là aussi. Bon. Mais, ça dit, quand on parle en matière de résultats et de performances, mais ces pays font des performances extraordinaires. On n'en parle pas beaucoup. Donc, nous avons démontré la dernière fois ici que mon cher Guy Fondor, l'Afrique peut vivre sans l'Occident. C'est l'Occident qui a besoin de l'Afrique. Donc, moi je dis, le Covid est une opportunité. On en a une opportunité extraordinaire. C'est un choc salutaire. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous rompons, n'est-ce pas, avec l'Occident, parce qu'on n'aura pas le choix, parce que, mais à côté, mais les échanges entre nations, c'est aussi des échanges sur des valeurs, Guy Fondor. Qu'est-ce qu'il y a à échanger avec des gens qui veulent effacer la vie humaine sur Terre? Il y a une affaire avec eux. Donc s'il y a ce choc-là, mais immédiatement, il y aura un réajustement mécanique dans tous les pays africains, un réflexe de suivi qui va nous recentrer sur nous-mêmes, et nous allons nous réorganiser et nous orienter vers des partenaires qui ne sont pas d'accord avec Bill Gates. C'est aussi simple que ça. Alors nous parlons dans le monde. Mais l'Occident est à la traîne sur le plan économique. Je ne vous apprends rien. Les Américains sont partis depuis par la Chine. La Chine aujourd'hui est la première puissance économique du monde. De fait, c'est la Chine. C'est la Chine. Et d'ailleurs, le coronavirus a démontré que la Chine est sortie même vainqueur, n'est-ce pas, de ce virus. On a voulu lui faire porter le chapeau, vous voyez. Trump s'est rapidement ressaisi. Ces accusations fantaisistes, il les a arrêtées parce qu'il connaît la vérité.
Ce virus, je l'ai dit, ça vient des États-Unis. Les faits sont établis aujourd'hui. C'est établi. Donc la Chine est sortie. Elle a démontré qu'elle a vaincu le Covid sans ces machins-là. Sans ces machins. Elle est la première puissance mondiale, ce plan économique de fait. Elle a lancé, n'est-ce pas, les routes de la soie. Vous comprenez? Les routes de la soie. Donc, dans le monde, mais notre problème, c'est que nous sommes trop occidentalisés. Le problème, c'est que les élites africaines, toutes tendances confondues, n'ont jamais pensé la vie en dehors de l'Occident et ses institutions qu'il a imposées dans le monde. C'est ça le problème. Mais les peuples sont dans l'informel depuis qu'ils font d'or. Les peuples africains vivent dans l'informel. Combien d'Africains veulent voyager? C'est l'élite qui veut voyager. Parlons des choses de terre à terre. L'essentiel des Africains n'a pas le moyen de payer un billet d'avion et de voyager. Mais la diaspora du continent représente... La diaspora va se déterminer. Dans certains je cas, l'ai dit ici. C'est un enjeu. C'est une affaire de vous, de moi, on l'a dit. Permettez-moi l'expression. Je ne suis pas catastrophique, mais je parle des faits réels. Parce que là, c'est une déclaration de guerre, la plus absolue qu'on nous a faite. Mais la diaspora doit se prononcer. C'est son choix. Si elle veut être vaccinée et vivre à l'Occident, c'est son choix. Moi, je vais respecter ça. Ceux qui ne veulent pas accepter ça, mais qui rentrent dans leur pays. C'est clair et c'est net. C'est clair et c'est net. Donc, j'ai parlé de ces choses depuis ici, c'est Afrique Média, souviens-toi. J'ai longtemps parlé de ces choses que l'heure va arriver où il faudra être vraiment panafricaniste. Pas les mots. C'est-à-dire que, on ne meurt pas si on ne peut pas prendre les photos à la Tour Eiffel. On ne meurt pas à Guy Fondor. On ne meurt pas si on mange pas le caviar ou le camembert qui vient de France. On ne meurt pas si on ne boit pas le vin qui vient de France. On peut boire le vin de Palma en Afrique et vivre heureux. Dans certains ont vécu ainsi. Donc, vraiment, on peut manger le macaron, on est tranquille. On peut fabriquer nos habits, c'est eux qui ont besoin de nous. Si l'Afrique, n'est-ce pas, pour une fois, à la faveur de ce choc historique qui peut féconder une unité rapidement, si on est unis sur certains éléments, c'est fini. L'Europe se mettra à genoux. Elle se mettra à genoux. Donc, le rapport de force, contrairement à ce qu'on connaît pas à leur faveur, c'est parce que notre élite n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais les peuples sont dans l'informel depuis. D'abord, alors nous parlons. Dans les pays africains, qui va encore à l'hôpital? Si on prend le cas du Cameroun, mais les médecins de l'hôpital à Cantini sont sortis pour dire que personne ne vient plus à l'hôpital. Vous voyez qu'on peut pas. C'est un mouvement de fond. Les Africains ont compris que dans les hôpitaux, nous ne sommes même plus en sécurité là-bas. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que j'encourage ça. J'analyse un fait social qui est clair. Et ce fait social, on peut l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sentent plus en sécurité là-bas. Elles se soignent, elles se débrouillent à leur manière. Et ce n'est pas encore la catastrophe. Ça ne sera pas la catastrophe. Donc, les dynamiques sont là. Les alternatives sont là au niveau informel. Il suffira simplement que les États les élèvent à des niveaux formels et l'affaire est réglée. L'affaire est réglée, mon cher Guy Fondor. Et des partenariats nouveaux naîtront rapidement. Pourquoi? Ça sera une nécessité de la survie. La loi de la survie a pour ceci la faculté de booster les capacités de l'être humain. Quand l'être humain est en danger, Guy Fondor, ses capacités se multiplient. Et ce qu'il pouvait faire, n'est-ce pas, en 100 heures, il vous le fait en 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il est en danger. Donc, mon cher, je dis ça. Voilà le réflexe sur lequel nous on mise. Donc, il faut arrêter de faire croire que si on nous empêche d'aller à Ouassi, on va mourir. C'est faux. C'est eux qui vont mourir. Voilà Air France qui est obligé de lancer n'est-ce pas, sa destination africaine sans demander l'avis de personne. Pourquoi? Un coup à la faillite. Mais ce n'est pas nous qui disons Air France, on a besoin de toi. C'est Air France qui dit que non, j'ai besoin de vous. Voilà l'exemple qui est clair. Au point de lancer la reprise des vols sans consultation au niveau africain. Pourquoi? Elle a peur de fermer Guy Fondor. Elle va fermer. Nous, on n'a pas de problème. Ah oui, on n'a pas de problème. Beaucoup de gens peuvent vivre, je répète, ça aller en France, ça aller aux États-Unis, ça aller en Europe, dans les pays européens. Il y a un quoi là-bas d'abord? Il y a quoi? Il y a quoi là-bas? Donc moi je dis, l'Afrique a les moyens de se passer de l'Europe. Et moi je vois ça comme une opportunité pour engager les ruptures que désormais on ne pourra plus différer. Ce serait une honte, Guy Fondor, une honte pour tous les Africains de se plier devant les fantasmes faustiens de Bill Gates, de Rockefeller, de Rothschild, de tous ces réseaux de sorciers et toutes les organisations, les Macron, qui, à défaut d'être les humains, veulent nous entraîner sur la pente de l'inhumanité. C'est inacceptable pour le panafricanisme et même pour la simple conscience humaine.
Merci à vous. Et dans quelques instants, nous allons aborder les deux autres questions qui s'imposent pour tenter de comprendre, voilà déjà comment est-ce que ce projet de vaccination universelle pourrait s'imposer sur le continent africain au terme de cette assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé qui se tient, qui s'est ouverte ce matin et qui va se refermer demain. On a parlé tout à l'heure, le projet européen a le vent en poupe dans les couloirs de l'organisation de cette assemblée générale. Une centaine d'États seraient déjà engagés à un vote, ce qui permettrait, même si on s'arrêtait à 100, de voir ce projet-là passer. Et à partir de là, ce sera donc vaccination universelle pour tout le monde comme solution de lutte et bien sûr et aussi beaucoup d'autres mesures tout autour. Plusieurs interrogations. La première, on vous l'a précisé tout à l'heure. La deuxième, à quoi s'attendre concrètement sur le continent africain? L'Afrique a-t-elle les moyens de s'opposer à un vaccin universel qui viendrait de l'Organisation mondiale de la santé quand on sait que ça deviendra par exemple la condition sine qua non pour toute personne qui souhaite se déplacer? Troisième interrogation, les chefs d'État du continent africain ont-ils d'autres choix que de voter pour ce projet, pour cette résolution, ce projet de résolution européen, quand on connaît les différents mécanismes de pression qui existent? Moi, je peux vous dire, si moi j'étais président, je ne voterais pas. Je sortirais de la salle, je claquerais la porte, je rentrerais chez moi parler à mon peuple. Donc, que ce soit clair. Il n'y a rien à faire là-bas. Donc, et les présidents africains ont les capacités de dire qu'on ne vote pas. Mais quitte à mourir, nous ne votons pas. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que des dirigeants se démarquent dans l'histoire. Il y a plusieurs cas, mon cher Guy Fondon. D'ailleurs, les peuples... D'ailleurs, la France qui braille là, c'est parce que De Gaulle a dit non à l'Allemagne que la France est là où elle est aujourd'hui. Donc, on peut dire... Mais c'est pas qu'on peut... On doit dire non, mon cher Guy Fondon. Et je le répète, il y a les moyens. Il y a les moyens, mon cher Fondon. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui détient les ressources naturelles de pointe que le monde a besoin pour gérer l'industrie de pointe. Vous parlez de quoi? Nous sommes indispensables au monde. Sans nous, le monde tombe. Même la Chine va tomber. Sans l'Afrique. Les dernières études de la Banque mondiale, c'est ce qu'on appelle les terres rares. Où on trouve ça où? Mais c'est en Afrique. Et quand on parle de terres rares, on parle des industries de pointe. C'est en Afrique, mon cher Guy Fondon. La ressource humaine, même si on reste dans le concept capitaliste, la ressource humaine, l'avenir du monde, c'est où? C'est l'Afrique. Parce que l'atelier du monde qui a circulé de la Chine, maintenant qui va tourner vers l'Inde, le débouché naturel, c'est l'Afrique. On a besoin de nous. On a besoin de nous. Nous avons encore la capacité, nous, d'inventer la médecine de demain. Là où la médecine occidentale est épuisée, et le Covid est en train de le montrer, nous avons encore, mon cher Guy Fondop, les moyens naturels, écosystémiques et traditionnels d'inventer la médecine de demain. C'est l'Afrique. Mais qu'est-ce qui nous manque? Mais, comme je l'ai dit, les élites doivent prendre leurs responsabilités. Tout à l'heure, il y a des forces qui depuis ne parlent pas, c'est inquiétant, Guy Fondop. C'est bien de voir seulement les présidents. Je les demande pas ce soir. J'ai dit, où est la voix des évêques? Où est la voix des forces religieuses? Est-ce que le Vatican est d'accord avec ça? Que dit le pape? Ces évêques-là qui sont forts pour brailler quand il s'agit des présidents africains, mais qu'est-ce qu'elles disent? Là, ce n'est même plus l'affaire de politique, c'est le destin, c'est le sort de l'humanité qui est en jeu. Et quand on parle du sort de l'humanité, mais on met les politiciens derrière. C'est les hommes d'église. Ce sont les autorités morales qui doivent monter au créneau. C'est elles qui doivent monter au créneau. Pourquoi elles ne parlent pas? Pourquoi elles ne parlent pas? J'interprète tous les intellectuels. Ils sont où? Alors, sauf si, sans le dire, les gens sont d'accord avec la puce. Ah oui, la puce. On se dit, bon, ok, d'abord, il y a quoi? Ils sont même trop forts. À tout prendre, prenons la puce. Eh bien, on verra. Ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Donc, moi, je dis, mon cher Guy Fondop, quel est ce meilleur du monde qu'on veut imposer aux gens? Et on commence par tuer les gens. Vous voulez imposer un vaccin qui va sauver le monde. Et pour l'imposer, vous tuez les gens. Quand un vaccin est bon, on tue les gens pour ça. On dit aux gens que c'est bon. On démontre ça aux gens de façon simple. Les gens adhèrent eux-mêmes, non? Et si on a tué les gens, pourquoi on accepte les protocoles sur la tuberculose? On a tué qui? On a vu que c'est bon. Chacun a adhéré, non? Mais quel est ce vaccin qui, pour qu'on l'accepte, on tue les gens? On bloque la planète. On confine les pays. On tue les vieillards. On tue les sangs de monsieur fils et on tue les noirs aux États-Unis. C'est quel vaccin ça? Bon, donc on fait ça pour que pour que la transaction soit facilitée. Ça veut dire que bon, maintenant,
Quand tu es dans une entreprise, tu veux passer, tu fais seulement ta main comme ça, tu veux prendre l'argent dans ton compte, tu fais la main comme ça. Donc, pour jouir de ces commodités, il faut tuer les vieillards, il faut tuer les centres de multiplices, il faut tuer tous les noirs aux États-Unis. Un vaccin qui naît comme ça, c'est le diable. Un vaccin qui peut exister nécessite autant de morts. Le blocage de la planète, les gestes barrés qui disent que faut plus saluer ton frère. Vous saluez maintenant avec les coudes, vous portez les masques, vous ressemblez aux tortues ninja. Ça dit, vous êtes bizarre. Donc, un vaccin qui naît dans de telles conditions, mais c'est le diable. Vous cherchez quoi? Moi, je ne suis pas un diable pour manger, pour aller embrasser Satan. Moi, je ne suis pas un diable. Donc, moi, je dis, je répète, c'est le combat de notre vie. C'est pour la vie que nous luttons là maintenant. C'est pour la vie. On nous a fait croire, que les droits de l'homme, c'est la liberté suprême. La démocratie, les pays occidentaux sont des pays extraordinaires. La démocratie, c'est la valeur capitale. Depuis 10 ans, je me bats ici, pratiquement seul pour dire, c'est le stade suprême du nazisme. J'ai longtemps dit ici que les droits de l'homme, c'est pour tromper les idiots, c'est de la friperie en matière de concept politique. Je l'ai dit, voilà ça. Voilà ça. Pourquoi on ne laisse pas à Balakani le droit de dire que je ne me vaccine pas? Mais ce n'est pas ça le droit élémentaire de l'homme. Le droit élémentaire de choisir un vaccin, de dire que le vaccin, s'il m'inquiète. Pas d'accord avec ça, pardon. Laissez-moi d'abord réfléchir. Laissez-moi développer mes protocoles. Pourquoi on ne laisse pas aux États le droit de développer leurs propres protocoles? Pourquoi on refuse ça aux États? Pourquoi l'OMS veut s'accaparer ce privilège, ce droit essentiel? La souveraineté des États exige qu'ils protègent la population. Et pour protéger la population, vous avez le droit de précaution qui est à votre avantage. Tout produit qui entre chez vous doit être soumis à l'examination de conformité. Est-ce que ce produit-là est conforme aux exigences du pays? Mais, ça dit, le politisme tue les gens tous les jours. Centaines de milliers de morts, et avant d'atteindre 50 000 morts, l'OMS avait déclaré le Covid pandémie. Or, la grippe saisonnière tue plus que le Covid. Grippe saisonnière, qui est même en fait la souche grippale sur laquelle ils ont surfé pour inventer le mot Covid. Tout à l'heure, je reviendrai sur ce nom-là. Elle tue 1000 fois que le Covid. Pourquoi l'OMS n'a jamais proclamé la grippe saisonnière pandémie mondiale? Pourquoi? Elle qui aime tant l'humanité, pourquoi? Mais posez-vous les bonnes questions, mon cher Guy Fodop. Le paludisme tue les gens. L'OMS n'a jamais dit que c'est une pandémie mondiale. État d'urgence. Le cancer, toutes ces choses qui tuent les gens là, on ne s'en occupe pas. Le tabagisme tue combien de gens par an en France? Près de 70 000 morts. Guy Fodop, 70 000 morts. Je laisse de côté même les suicides. Donc vous voyez que, mais, quelle est cette sélectivité? Pourquoi le Covid est plus dangereux que le palud? Pourquoi? Parce qu'on a inventé le confinement pour l'imposer aux gens, on a effrayé les gens. Mais tout ça, c'est trop grossier, ça. Mais nous ne sommes pas des animaux, Guy Fodop. Mais il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. C'est le combat pour notre vie, Guy Fodop. D'ailleurs, le nom Covid, c'est Guy Fodop. Où est le rapport entre les symptômes du Covid, toutes ces choses qu'on raconte là? Où est le rapport? Et le nom Covid, c'est le Covered Machine Operation Identity, c'est-à-dire la couverture identitaire numérique. Où est le rapport entre les symptômes de cette maladie et ce nom-là? Il faut résoudre. Qu'est-ce qui pousse l'OMS à valider un tel nom? Où est le rapport? Et l'Organisation mondiale de la santé elle-même qui semble à bout de souffle, Donald Trump avait demandé qu'il y ait une enquête indépendante pour établir véritablement la chaîne de responsabilité qui serait celle de l'Organisation mondiale de la santé. L'Union européenne en a mis dans son projet de résolution qui est en ce moment sur la table. Et la question qu'il y a là derrière, c'est: est-ce que Donald Trump continuera à s'opposer à l'OMS si jamais l'OMS est soumise à évaluation et que désormais c'est un projet européen qui se substitue désormais à cette Organisation mondiale de la santé? On tend un piège à M. Trump. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, M. Trump est dans un carrefour complexe. Il a une partie de son gouvernement qui est dans les Illuminatis. Un monsieur comme Pompeo, qui vous dit en pleine... Il parle au Congrès, il dit que nous sommes en plein exercice. Il parle du Covid, hein. Il dit que c'est un exercice réel. Trump lui dit, mais de quoi tu parles? Il fallait m'avertir. En direct, hein, il fallait me prévenir. Et vous voyez à quel niveau il y a des contradictions terribles qui travaillent
l'Amérique, entre, je vous ai dit, les patriotes américains, qui sont contre le projet luciférien de cette cabale illuminatiste, et toute l'élite mondialiste américaine qui est à l'intérieur, Hillary Clinton, l'Obama, toute cette racaille, permettez-moi l'expression, qui est derrière tout ça. C'est une bagarre. À quel prix Trump voudra être réélu? Un compromis? En fait, c'est là où l'Union européenne est en train de le piéger. C'est-à-dire ils veulent l'amadouer pour après le rouler. Parce que cette commission, cette enquête indépendante, nous aussi nous l'avons demandé dans le cadre de notre sortie sur Facebook, comment tu peux être bandit et tu juges ton crime? C'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ça. Si on veut une enquête indépendante, c'est pas comme ça que ça doit se faire. C'est le monde qui doit se réunir dans ce qu'on appellera encore ONU. D'abord, et après même pour la dissoudre. Doit se réunir. Chaque pays doit envoyer sa délégation de scientifiques, d'autorités morales, avec chacun une seule voix, pas de veto. Un pays, une voix. Et chaque pays a le droit de blocage. Mais voilà ce qu'il faut faire. Et on va rassembler les éléments. Et je vous assure que la Chine a des éléments, la Russie a des éléments, Cuba a des éléments, le Cameroun a des éléments, les gens ont des éléments. Ces éléments sont accablants pour la France, pour l'Union, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, pour les États-Unis. Les éléments là sont trop accablants, c'est flagrant. Donc vous voyez qu'on est dans une entourloupe que l'Union européenne veut faire. On miroite à M. Trump ce qu'il a demandé, mais pour mieux le duper. Pour mieux le duper. Mais c'est de cela qu'il s'agit, parce qu'ils savent. Il faut le dire, il faut dire la vérité. Trump n'est pas de leur camp, Trump est du camp des patriotes. Une responsabilité, de nombreux experts d'ailleurs soutiennent cette analyse que vous faites en ce moment en affirmant qu'une responsabilité de l'OMS dans la propagation à grande échelle du coronavirus aux États-Unis blanchirait Donald Trump de toute responsabilité et lui donnerait une cote assez importante pour pouvoir évoluer dans la course à une éventuelle réélection. Rappelez que la présidentielle américaine, c'est dans 5 mois, très exactement. Vous avez tout compris, Guy Fodor. C'est ça l'enjeu. On est en train de le flatter. Parce que l'OMS sait bien que si Trump n'est pas avec elle, ça la fait la monnaie. Ça la fait la monnaie. Donc vous avez tout compris l'enjeu. Donc aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire, on présente ça à Trump, on lui miroite chaque monde. Tu veux être réélu? Faisons ensemble. Accepte ce projet de Covid. Mais si Trump le fait, ça sera sa plus grande erreur historique. Alors après vous avoir posé les 4 questions qui ont été préparées autour de ce projet de résolution déposé sur la table de l'OMS par l'Union européenne, un projet de résolution qui intègre une riposte globale, une nouvelle riposte globale face au coronavirus avec bien sûr le vaccin au centre comme devant être universel pour tous les citoyens du monde, y compris bien sûr les Africains. Vous avez exposé les 4 aspects qui avaient été retenus, notamment les capacités dont disposent les États pour pouvoir s'y opposer, en parlant des États du continent, les diasporas africaines, que peuvent-elles faire, les citoyens africains même qui voyagent à travers le monde, que peuvent-ils y faire. Nous allons à présent nous interroger avec vous, Marc.